notre prochain présentateur. OK. Présent. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, bonjour Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, Jean, toi, comment ça va? Ça va très bien, Jean-François. C'est tout à fait un plaisir de t'avoir. Nous allons maintenant accueillir Jean-François et espérant que tout va bien, Jean-François, n'est-ce pas? Tout va très bien. C'est un honneur et un plaisir d'avoir le privilège de passer une partie de la journée avec vous autres. Et je te remercie beaucoup, Jean, de l'invitation. Ça, l'honneur, c'est tout à fait pour moi. Et Jean-François, il est un formateur technique chez Microsoft, spécialisé en infrastructure, données et intelligence artificielle. C'est un honneur de vous avoir parmi nous euh, cette année, Jean-François. N'hésitez pas à partager vos écrans et à commencer votre présentation. Je m'en fais un plaisir. Bon, et je... Voilà, bon. Bien là, juste pour confirmer, je dois avouer, c'est la première fois que j'utilise YouTube pour faire du streaming. Est-ce que vous voyez mon écran ici, la diapo de SQL à NoSQL? Attends, before. Attends, OK. OK. Attends, Jean-François. J'attends. OK. Bon, ben ça a l'air comme si la diapo se présente. Juste m'assurer que ça fonctionne bien. Bon, l'équipe, si vous m'entendez, est-ce que ce serait possible de voir un petit oui dans la fenêtre de clavardage? Ce serait que tout fonctionne. Jean, si tu es en ligne, si tu peux me le confirmer aussi, ce serait bien apprécié. Oui, excellent. Donc, on se lance dans la présentation. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jean-François Bilodeau. Plaisir d'être ici. Comme Jean, je suis formateur technique chez Microsoft à plein temps. Quelle coïncidence, ça donne qu'on travaille dans la même équipe. Jean, c'est un de mes coéquipiers. Ça fait quand même quasiment 3 ans qu'on travaille ensemble. Et on est les deux francophones sur l'équipe, sur notre équipe. Donc, plaisir d'être ici. De mon côté, moi, je suis au Canada, présentement au Québec, Gatineau, si vous connaissez la région. Et ce que j'aimerais explorer avec vous autres pour aujourd'hui, c'est Cosmos DB dans Azure. Azure Cosmos DB, c'est quoi ça? À quoi que ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Et pour nous lancer là-dedans, j'ai peut-être une petite confession à faire avec vous. Quand ça vient à la définition, la description, je devrais dire, de la session, on s'est peut-être menti un petit peu, mais ça, c'est toujours pour encourager de la présence, encourager à venir prendre la session. Donc, voici la description. J'aimerais juste surligner quelques points. Qu'est-ce qui va être vrai? Qu'est-ce qu'on a peut-être étiré un petit peu? Vous allez voir ce que je veux dire très bientôt. Donc, cette présentation s'adresse à ceux qui souhaitent explorer les performances à l'échelle planétaire des bases de données NoSQL. Bien, il y a beaucoup de vérité dans ce côté-là. On parlait de performance, on parlait d'échelle planétaire. Qu'on veut rouler une base de données non relationnelle ou même relationnelle à la petite échelle ou à l'échelle planétaire, pas de problème. On va voir comment faire ça. On va aussi démystifier la transition de SQL à NoSQL. Puis ça, j'aimerais prendre quelques minutes, explorer
les mythes qui sont trop communs quand ça vient à la différence entre du SQL, du NoSQL. Démystifier ça un petit peu aussi, partager un petit peu de terminologie, ça serait qu'on est tous au même niveau. En mettant en évidence les principales différences et les avantages, les bases de données SQL sont connues pour leurs approches structurées, leur fiabilité et leur sécurité robuste. Maintenant, la chose que je veux mettre en évidence, c'est que ça ne veut pas dire que les bases de données non relationnelles ne sont pas sécures, ne sont pas structurées ou ne sont pas robustes. Ça dépend. On va y revenir. Ce qui les rend idéal pour les transactions complexes et le maintien de l'identité ou de l'intégrité de données. Cependant, elles présentent un schéma rigide et peuvent être coûteuses et complexes à gérer. Puis ça, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et c'est une des choses que j'aimerais explorer. Avant de vraiment me lancer dans le Cosmos DB, une erreur que j'ai rencontrée très souvent dans l'industrie, que j'ai fait moi-même, ça fait bien au-dessus de 30 ans que je suis dans l'industrie. J'ai commencé comme programmeur, j'ai joué plusieurs rôles dans l'industrie et même avant de commencer, d'avoir ma première job à plein temps comme programmeur. Je me rappelle, mon père, qui lui aussi travaillait en informatique, m'avait assis pour quelques minutes pour m'expliquer, me dire que hey, si je peux commencer à travailler pour une organisation, il y a des bonnes chances qu'il va y avoir des bases de données relationnelles et m'a donné mon introduction au concept de base de données relationnelles, les clés primaires, les clés étrangères, les tables, les champs, toutes ces bonnes choses-là qu'on connaît. Et ça va faire depuis ce temps-là que je travaille avec des bases de données relationnelles. Maintenant, il y a un bon 10-15 ans de ça, je me rappelle très clairement que on commençait à parler de bases de données alternatives, des bases de données comme des Cosmos DB, des Voldemort, des Couchbase. Je ne sais pas trop c'était quoi. J'ai regardé ça un petit peu, ouvrir certains articles, regarder la documentation. Je ne comprenais pas trop qu'est-ce que c'était ces bases de données-là. J'ai essayé d'utiliser des bases de données comme le MongoDB, des bases de données non relationnelles. Ça ne fonctionnait pas. Mon code, il était pourri, la structure de données ne fonctionnait pas très bien, la performance n'était pas idéale. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Donc, avant de se lancer dans le monde Cosmos DB, il serait idéal de bien comprendre le pourquoi des bases de données non relationnelles. Et éviter l'erreur que j'ai faite dans mes débuts où je présumais qu'une base de données non relationnelle, ben, je gère ça comme une base de données relationnelle. Je ne trouve pas ça que j'avais vraiment cette mentalité. Plutôt, puisque la seule base de données que j'avais utilisée dans ma carrière, c'était des bases de données relationnelles, j'avais aucune idée comment vraiment gérer tout. Je vais revenir à ça très bientôt, mais on va parler de bases de données non relationnelles. Et d'ailleurs, ça, c'est un terme que je vais aussi démystifier, le NoSQL, qui est aussi connu sous le nom de Not Only SQL. Je vais être très honnête avec vous autres, je déteste ce terme-là. Je vais utiliser le terme NoSQL et je vais m'en faire un plaisir de l'utiliser dans un contexte bien précis, mais à part de ça, je n'y toucherai pas. Je vais revenir au pourquoi. Les bases de données, je vais utiliser le terme non relationnel. Les bases de données non relationnelles offrent des schémas flexibles, une scalability horizontale et des performances élevées. Ça, je vais revenir. Pourquoi c'est important pour nous autres, pourquoi c'est important de comprendre ces caractéristiques-là des bases de données non relationnelles très bientôt, ce qui les rend adaptés à des gestions à grande quantité de données non structurées, semi-structurées, entièrement structurées, vous choisissez. Malgré ces avantages, les bases de données NoSQL peuvent avoir une cohérence des données moins stricte et une courbe d'apprentissage plus élevée. Ça, c'est la première menterie qu'on vous donne dans cette description-là. Puis je l'ai laissé là parce que je l'aimais. Un exemple de ça, ma femme, ça fait depuis qu'elle est, je pense qu'elle a 16 ans qu'elle a appris à conduire. Mais elle a appris à conduire avec une voiture manuelle, une transmission manuelle.
Elle ne sait pas comment conduire avec une transmission automatique. Elle n'a jamais vraiment conduit de transmission automatique. Donc, si on demande à ma femme, c'est lequel qui est plus compliqué? Est-ce que c'est une voiture avec une transmission manuelle ou est-ce que c'est une voiture avec une transmission automatique? Ce qu'elle va vous dire, ben, automatique, c'est complexe, je ne sais pas comment ça marche. Manuel, je suis très confortable avec ça. Maintenant, si je demande à peu près n'importe quelle autre personne, quel type de voiture est plus facile à conduire, est-ce que c'est une voiture automatique ou une voiture manuelle? On va dire une voiture automatique, pas une manuelle. La courbe d'apprentissage est plus élevée. Mais la chose que j'aimerais attirer à votre attention ici, c'est que souvent, les bases de données non relationnelles, la courbe d'apprentissage est moins élevée que les bases de données SQL. Il y a beaucoup plus de simplicité qu'une base de données non relationnelle. Le challenge, la chose qu'on va devoir adresser ici, pas juste dans la session, mais pour ceux qui décident de se lancer dans les bases de données non relationnelles, c'est qu'on va devoir changer notre façon de penser. Puis ça, c'est pas facile de changer de façon de penser. Je sais, j'ai passé à travers ça. Donc, j'aimerais vous donner quelques astuces de ce côté-là. Je continue, je ne passerai pas trop de temps de ce côté-là. On va se lancer dans Cosmos DB. J'ai l'intention de vous donner quelques démos, une base de données, point final. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Conçu pour des applications nécessitant une faible latence et un débit élevé, contrairement aux bases de données SQL traditionnelles, Cosmos DB utilise un modèle de données flexible dans certains cas, tels que des documents, des graphes, des paires, clés-valeurs. Puis là, il va falloir que j'arrête un petit peu cette description-là parce que la réponse n'est pas si simple que ça quand ça vient à comparer les bases de données relationnelles telles qu'on les connaît versus le Cosmos DB. Donc, pour bien débuter la discussion, ce que j'aimerais proposer ici, c'est commençons à transiger notre façon de penser pour bien prendre avantage de Cosmos DB. Puis ça va être essentiel. Si vous faites la même erreur que j'ai faite il y a 10-15 ans passés, au moins 15 ans passés, essayez de prendre avantage des bases de données non relationnelles comme on le fait avec les bases de données relationnelles, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas bien bénéficier des bases de données relationnelles. Et ce que je vous présente ici, c'est la situation où j'en étais il y a peut-être 10-15 ans passés, où lorsqu'on discute de persistance, je suis en train de développer une application, je suis en train d'architecter une application, on veut stocker de l'information à long ou court terme pour suivre un processus, avoir un état quelconque, ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est qu'on doit stocker de l'information. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ben, on ne les pensera même pas. On va prendre une base de données relationnelle, du serveur SQL, du Oracle, du DB2, du Postgres, c'est pas important. On va prendre une base de données relationnelle. On ne se casse même pas la tête. C'est ce qu'on va utiliser. Et c'est ce que j'ai utilisé pendant plusieurs années. Puis en général, ça m'a assez bien servi. Mais il y a plusieurs cas où j'utilisais une base de données. J'étais en train de modéliser une base de données pour un système quelconque. Puis il y avait quelque chose qui clochait. Je ne pouvais pas mettre mon doigt dessus, mais il y avait quelque chose qui clochait. Je suivais toutes les règles de la normalisation, s'assurer que mes données soient distinctes, qu'il n'y ait pas de duplication, que ça soit bien modelé. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Je ne savais pas trop c'était quoi, mais il y avait quelque chose qui clochait. Et éventuellement, j'ai réalisé que ce qui clochait, c'est que dans mon coffre à outils, mon coffre à outils de persistance, tout ce que j'avais, c'était des bases de données relationnelles. Ou, si vous connaissez l'expression, si le seul outil que j'ai, c'est un marteau, tous mes problèmes, ça va ressembler à des clous. C'est exactement ça ce qui se passait ici. Tout ce que j'avais, c'était une base de données, c'était des bases de données relationnelles. Donc, tous mes problèmes de persistance, ils ressemblent à quoi? Bien, ils ressemblent à des problèmes de persistance. Mais des problèmes relationnels, je devrais dire. Ce qui veut dire que des fois, il y avait un problème qui se présentait où ce n'était pas un clou que j'avais besoin, c'est une vis ou un tarot.
Mais tout ce que j'ai, c'est un marteau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de faire ça. Là. On est en train de faire de la réno, travailler sur un petit projet quelconque, puis on a besoin de clouer ensemble 2 morceaux de bois, puis on a une vis. S'il n'y a pas de clou, puis j'ai mon marteau dans l'autre main, ben, écoute, il n'y a personne qui regarde. Donc, on va rentrer la vis dans le bois avec le marteau. Ça se fait, c'est pas élégant, c'est pas très robuste, ça se fait, mais j'utilise le mauvais outil pour la job. Et quand ça vient aux bases de données relationnelles versus le NoSQL, la chose à réaliser, c'est qu'on veut bâtir un coffre à outils plus riche. Réaliser que les bases de données relationnelles, c'est seulement qu'un type d'outil, un type de base de données qui nous est disponible. En autres mots, si on parle de l'ensemble complet de toutes les bases de données qui seraient disponibles, de type de bases de données qui sont disponibles. Dans cet ensemble-là, on va avoir des bases de données relationnelles, on va avoir des bases de données de documents, on va avoir des bases de données clés-valeurs, on va avoir des bases de données column store. Il y a différents types de bases de données qui nous sont disponibles. Les bases de données relationnelles, c'est juste un outil qui nous est disponible dans notre coffre à outils. Mais là, la chose à considérer, c'est pourquoi est-ce que dans l'industrie, on s'est retrouvé à travailler principalement avec des bases de données, avec des, oups, c'est pas ça que je voulais faire, avec des bases de données relationnelles. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas avantage des autres bases de données qui sont disponibles dans l'industrie? Bien, il y a quelques raisons pour ça. Puis je n'irai pas dans tous les détails, mais une des raisons pourquoi est-ce qu'on ne se permet pas cette richesse-là sur site, cette richesse-là dans notre entreprise, ces différents outils-là pour traiter différents problèmes de persistance, pas avoir un one size fits all pour nos problèmes de persistance. Une des grosses raisons, c'est les coûts. Ça coûte cher opérer une base de données relationnelle ou autre, et ça prend des spécialisations, ça prend des compétences spécialisées pour opérer un système de base de données. Puis même en relationnel, quelqu'un qui connaît très bien un serveur SQL, ça ne veut pas dire que ces compétences se transfèrent normalement, naturellement vers, disons, Oracle. Et quelqu'un qui est expert en Oracle, encore ces compétences-là ne se transféreront pas naturellement vers du MariaDB ou quoi que ce soit. La chose à réaliser ici, c'est que pour minimiser les coûts, maximiser notre investissement dans les bases de données qu'on va utiliser dans nos entreprises, on veut minimiser, de distiller nos compétences, nos connaissances, nos spécialisations à travers plusieurs produits. Plutôt, on va favoriser quelques produits. Mais la chose qui change ici, c'est qu'on est dans l'ère de l'info nuagique. Et une des beautés de l'info nuagique, c'est que maintenant, on a besoin d'une base de données, que ce soit une base de données relationnelle, clés-valeurs, graphiques, items ou quoi que ce soit, c'est pas important. Clic, 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 boum, je monte ma base de données. Ça me coûte combien à gérer la base de données? Bien, très peu à ce point-ci, puisque le vendeur du service infonuagique gère le système pour nous. Donc, on limite les connaissances, compétences nécessaires pour opérer une plus grande variété de systèmes maintenant dans l'info nuagique. Donc, première chose à considérer ici, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a favorisé les grosses bases de données relationnelles dans l'industrie, c'était pour limiter les coûts, les divergences, avoir à gérer plusieurs différents types de systèmes à la longue, ce qui faisait du sens sur place. Maintenant, dans l'info nuagique, on nous offre plusieurs outils à un prix d'opération beaucoup plus bas que ce qu'on avait auparavant. L'autre chose que j'aimerais explorer avec vous, c'est que quand on parle de systèmes distribués, ce qui inclut nos bases de données,
On a le théorème de Brewer. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le théorème de Brewer. Si vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de problème. Mais quand ça vient au théorème de Brewer, qui est aussi connu sur le théorème CAP, qui veut dire consistance, availability ou disponibilité en français, et tolérance de partition, partition tolerance. Ce que ce théorème-là partage, ce que ce théorème-là dit, c'est que fondamentalement, n'importe quel système distribué, que ce soit un système de base de données ou autre, ne peut que garantir deux de ces trois caractéristiques-là. Donc, un système distribué peut offrir, disons, au maximum la consistance et la disponibilité. Mais si c'est le cas, on sacrifie la tolérance à des partitions. C'est quoi ces caractéristiques-là? Bien, consistance, on la connaît. Vous travaillez avec des serveurs SQL, des serveurs relationnels, vous connaissez la constance. On écrit quelque chose, on la relit, on voit exactement ce qu'on a écrit. Quelqu'un d'autre modifie un record, on lit le même record, on voit les modifications immédiatement. Le tout est consistant. Prochaine caractéristique, on parle de disponibilité. Lorsqu'on parle de disponibilité, on parle de le fait que le système continue à fonctionner, même s'il y aurait peut-être des défaillances. Là, la disponibilité, ce n'est pas binaire, ce n'est pas là, noir et blanc. La disponibilité, c'est plus un spectre avec une mesure quelconque où tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas un niveau de défaillance qui fera cette métrique-là, le système continue d'être disponible. Et finalement, on va parler de la tolérance de partition. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on parle d'un système distribué. À titre d'exemple, si j'ai deux serveurs SQL qui roulent en miroir, c'est un système distribué. On les roule en miroir, mais on permettrait peut-être pour une distribution de charge entre les deux serveurs SQL et une synchronisation continue entre les deux. Bien sûr, pour s'assurer que cette synchronisation fonctionne, il faut un réseau. Lorsqu'on parle de partition, tolérance de partition, ce qu'on veut dire, c'est si jamais le réseau flanche. On a deux ou plusieurs nœuds dans notre système distribué qui ne peuvent plus communiquer un avec l'autre. Est-ce que notre système tolère cette situation-là? Si jamais on distribue, par exemple, notre base de données à une échelle semi-planétaire, je suis au Canada, donc je vais dire à titre d'exemple, j'aimerais avoir une base de données avec une très haute disponibilité. Je distribue la base de données entre la région Azure Canada-Est et la région Azure Centre du Canada. Et il y a un réseau entre les deux, on synchronise le tout entre ces deux régions-là, tout est beau. On perd la connexion entre Centre du Canada et Canada-Est. Qu'est-ce qui se passe? Plus une question rhétorique parce que ça va dépendre de quelques choix qu'on va faire. Donc, la chose à réaliser ici, c'est qu'un système distribué ne peut que offrir deux de ces trois caractéristiques maximum. À titre d'exemple, si on parle de base de données relationnelle, entreprise, on s'est habitué à travailler avec ce côté-là de la base du théorème de Brewer, où ces bases de données-là offrent la disponibilité et la consistance au détriment de la tolérance de partition. Donc, si jamais on roule une base de données qui est divisée en plusieurs, deux ou plusieurs nœuds, donc c'est un système distribué, s'il y a une partition dans le système, bien là, ça veut dire qu'on ne peut plus garantir la consistance, ce qui voudrait dire qu'on sacrifie la disponibilité. Ça, c'est le cas pour les bases de données relationnelles telles qu'on s'est habitué d'utiliser. Mais limitons-nous pas à ces systèmes-là, puisque d'autres types de bases de données qui ont été bâties avec en tête, par choix, choisir des caractéristiques qui sont contraires à ce qu'on s'est habitué. Par exemple, si on parle Redis.
Vous connaissez très probablement, je ne sais pas si vous connaissez Redis ou non, c'est une base de données qui est principalement utilisée pour faire une cache, un cache size, si vous connaissez le principe, une base de données clé-valeur. Ce n'est pas une base de données relationnelle, c'est du NoSQL. Redis, cette base de données-là, par design, favorise la disponibilité et la tolérance de partition et sacrifie la constance. Là, encore, si vous venez d'un background, base de données relationnelles, entreprise, puis vous regardez ça et vous dites, hey, Jean-François, je ne reviens pas qu'une base de données choisirait de sacrifier la constance. Il y a des bonnes raisons pour ça. Et d'ailleurs, si Redis aurait choisi de sacrifier soit la disponibilité ou la tolérance de partition pour maintenir la constance, bien, Redis, ce ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Ce ne serait certainement pas utilisé comme ce l'est aujourd'hui comme solution de cache. Donc, en choisissant cette caractéristique-là de disponibilité et tolérance de partition, c'est ce qui permet à Redis d'offrir une très grande valeur d'affaires à plusieurs organisations à travers le monde. Là, je n'irai pas dans Redis dans la discussion, mais j'utilise ça à titre d'exemple. Un autre exemple, ce serait la base de données NoSQL, probablement la plus utilisée sur la planète en ce moment, le MongoDB. Par design, MongoDB, par défaut, va garantir la consistance ainsi que la tolérance de partition, mais sacrifier la disponibilité. Puis encore, ça a été un choix concret de MongoDB. D'ailleurs, on va voir grosso modo comment ce choix-là a été fait, mais le MongoDB a choisi de favoriser la consistance et la tolérance de partition, mais sacrifier la disponibilité pour offrir une très haute performance, une performance qu'on ne verra pas avec les bases de données relationnelles. Et en passant, on parle de performance. On a mentionné quelques fois que les bases de données non relationnelles sont souvent plus efficaces, plus performantes que les bases de données relationnelles. Pourquoi? Bien, une chose à réaliser, c'est que les bases de données relationnelles, on s'est peut-être habitué à voir ça comme étant des voitures de course. Les vendeurs, les Microsoft, les Oracle et les autres organisations qui vendent des bases de données, les IBM, essayent de positionner leurs bases de données comme étant super rapide, surtout comparé aux bases de données de nos compétiteurs. Mais la réalité, c'est qu'une base de données relationnelle, ce n'est pas une voiture de course. C'est un autobus. C'est un gros autobus. C'est ce que c'est. Donc, si vous voulez de la vraie performance, ce n'est pas le choix à utiliser. Si vous voulez traiter des gros morceaux de données et que vous n'êtes pas trop pressé, oui, c'est un excellent choix. Vous traitez des données plus transactionnelles, c'est aussi un excellent choix. Mais ça, c'est juste deux caractéristiques qu'on peut rencontrer dans un système. Donc, continuons la discussion parce qu'on parlait du théorème de Capps, le théorème de Brewer. Maintenant, le théorème de Brewer, je pense que ça fait depuis les années 90, au moins depuis les années 90, que ça existe. Ça a été étudié, ça a été démontré de façon physique et mathématique. C'est un fait. Un système distribué ne peut que garantir deux de ces trois caractéristiques. Une amélioration qui a eu lieu dans les années 2000, c'est le concept, l'extension, si vous voulez, de PAC-ELK. C'est quoi ça du PAC-ELK? On vient à l'idée ici d'un système distribué et les trois caractéristiques qu'on peut promettre, mais on va regarder ça d'un point de vue plus pratique, applicatif, ainsi que d'un point de vue arbre de décision. Fondamentalement, c'est ça qu'on voit ici. C'est un arbre de décision où on a un système distribué. Et deux questions à se poser ici. Première question, et là, c'est de là que vient le terme PAC-ELK, on va se poser la question, s'il y a une partition dans notre système. Donc, rappelez-vous, c'est un système distribué. Là. Ça s'applique seulement à des systèmes distribués. Donc, si vous avez un monolithe qui roule par soi-même, ce n'est pas un système distribué, ça ne s'applique pas. Vous avez une base de données, un serveur, ce n'est pas un serveur distribué,
ça ne s'applique pas. Mais si c'est un serveur qui roule, il y a 2, 3, 10, 100 copies de serveur qui roulent dans votre infrastructure, là, c'est un système distribué. Donc, la question à se poser, s'il y a une partition, OK, pour une raison ou une autre, une partie du réseau tombe. Il y a au moins 2 nœuds dans le système qui ne peuvent pas échanger de l'information. Qu'est-ce qu'on choisit? En tant qu'architecte de base de données, en tant qu'architecte de système, est-ce que je choisis la disponibilité ou la consistance? Parce que là, si on a un bris dans notre réseau, à titre d'exemple, encore le miroir de base de données ici, j'ai un bris dans le réseau, j'ai des applications qui utilisent le premier miroir, d'autres applications qui frappent le deuxième miroir. Ben, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de garder, permettre au système de base de données, au système point final, de continuer de fonctionner, même s'ils ne sont plus capables de se synchroniser? Si c'est le cas, je favorise la disponibilité. Sinon, si je décide, oh, on a un bris dans le réseau, on n'est plus capable de synchroniser, on n'est plus disponible. On ne permet plus d'opération dans la base de données. Donc là, on favorise la consistance, on sacrifie la disponibilité. Et ça, c'est un choix qu'on va faire si une partition se présente dans le système. Et c'est de là que vient encore l'acronyme PAC, la première partie, PAC. S'il y a une partition, est-ce qu'on choisit la disponibilité ou la consistance de notre système? C'est un choix qu'on doit faire. Maintenant, de l'autre côté, s'il n'y a pas de partition, le système fonctionne correctement, on a notre miroir, on a notre système distribué, tout fonctionne correctement, on est capable de synchroniser, bien là, qu'est-ce qu'on veut choisir? Est-ce qu'on veut choisir la latence ou la consistance? Est-ce qu'on veut un système qui soit très, très, très rapide pour l'ingestion, redonner des données, mais qui sacrifie la consistance? Ou est-ce qu'on veut l'inverse, un système qui soit continuellement consistant, mais qui sacrifie la performance? OK, puis là, on se retrouve peut-être dans le format SQL encore, le format qu'on s'est habitué dans le SQL, l'arbre de décision suit ce chemin-là, on va toujours favoriser la consistance. Comme n'importe quel choix architecturel qu'on va faire dans n'importe quel système, c'est un choix qui veut dire qu'on va bénéficier des gains de notre choix, mais aussi on sacrifie d'autres caractéristiques, d'autres gains qu'on aurait eu en allant dans l'autre direction. Et un des gains, comme ça l'indique ici, c'est qu'on sacrifie la performance. On augmente la latence si on choisit la consistance. Mais ça, c'est un choix. Puis c'est un choix qui est entièrement contextuel. Il n'y a pas une seule réponse de correct pour le design d'un système distribué. Ça va dépendre de votre système, ça va dépendre des requis. C'est peut-être même le genre de choses qui va changer à la longue. Donc, ceci dit, lançons-nous dans le démo. Parce qu'à date, je n'ai pas parlé du tout de Cosmos DB. C'est quoi ça, le Cosmos DB? Avant de me lancer là-dedans, j'espère qu'on comprend que ce que je veux mettre en évidence, on s'est habitué à travailler avec des systèmes de base de données relationnelles. C'est un outil dans notre coffre d'outils. En réalité, il y a plusieurs solutions de persistance qui vous sont disponibles pour vos applications, vos solutions. Chacun de ces systèmes-là a des caractéristiques uniques, un petit peu comme un véhicule. On parle qu'une base de données relationnelle, souvent, on peut voir ça comme étant un gros autobus, mais il y a d'autres types d'autres types de voitures. Il y a peut-être des minivans. Il y a bien sûr des voitures sport, des SUV, des familiales, des motocyclettes. Ça dépend de ce qu'on veut comme système. Donc, lançons-nous dans le monde Azure. Azure Cosmos DB, quelques petits détails avant de vraiment commencer avec Azure Cosmos DB. Azure Cosmos DB, c'est une solution qui fonctionne exclusivement dans le monde Azure. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir rouler sur place. Alors, on ne peut pas télécharger Cosmos DB, l'installer localement. Ça ne fonctionnera pas. L'autre chose à savoir à propos de Cosmos DB, c'est que c'est un système de base de données
entièrement unique. Honnêtement, je ne connais pas d'équivalent nulle part d'autre à travers l'industrie. Vous allez voir le pourquoi très bientôt. Là, il y a d'autres bases de données qui vont certainement faire certaines des caractéristiques de Cosmos DB. Est-ce que d'autres bases de données qui vont offrir toutes les caractéristiques de Cosmos DB? J'en connais pas. Maintenant, avant de me lancer dans une base de données existante Cosmos DB, ce que j'aimerais faire, c'est commencer dès le début, parler de la création d'une base de données Cosmos DB. Je n'irai pas dans tous les détails, malheureusement, on a juste une petite demi-heure ensemble qui nous reste. Mais première chose à savoir, c'est que lorsqu'on va créer une base de données Cosmos DB, première question qu'on va vous poser, c'est OK, quel type de base de données que tu veux? Est-ce qu'on veut une base de données Azure Cosmos DB for NoSQL? Je crois ça. Puis il me semblait que Jean-François, il avait dit que NoSQL, il détestait ce mot-là. Puis là, on peut voir que le Microsoft l'utilise. Mais je vais être honnête avec vous, dans ce cas-là, je suis bien d'accord. Puis vous allez voir le pourquoi bientôt. C'est un API, Application Programming Interface, qui est offert par Cosmos DB, un modèle de données qui est offert par Cosmos DB, qu'on appelle le Azure Cosmos DB for NoSQL. Mais ce n'est pas le seul modèle. Si vous préférez, si vous connaissez déjà le MongoDB, vous voulez transférer des charges de travail MongoDB sur place vers Azure, vous voulez continuer de travailler avec les API, la façon de faire MongoDB, bien, pas de problème. On a une version de Azure Cosmos DB pour MongoDB. Là, je n'irai pas dans les détails, c'est quoi le MongoDB, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Mais ça ne termine pas le tout. On n'a pas juste 2 types de bases de données, on a en réalité 6 différents API de bases de données. Donc, si vous ne recherchez pas un document store, une base de données de type document ou item, fondamentalement, c'est la même chose, bien, on a une option ici pour Azure Cosmos DB for Table. Si vous connaissez les tables de stockage dans Microsoft Azure, c'est un remplacement. Si vous ne connaissez pas les tables de stockage, c'est quel type de base de données? C'est une base de données clé-valeur. De base, on a ce qu'on appelle des tables, mais ce n'est pas des tables relationnelles, avec des systèmes qui contiennent une clé avec une valeur. Clé, valeur, clé, valeur. Il n'y a pas de schéma. La seule caractéristique qu'on doit rencontrer, c'est que une des clés va être l'identifiant, le ID. Vous choisissez sa valeur et le reste, vous choisissez le reste de vos clés. Donc, ce serait un autre modèle, un modèle très simple qui peut s'appliquer très bien pour des petites bases de données relativement simples, des configurations, des jeux de données, des jeux de données légers pour nos applications. On peut en avoir des centaines, des milliers, des millions de ces items-là. Un autre type de base de données qui est disponible dans le Azure Cosmos DB, c'est le Gremlin. Azure Cosmos DB for Apache Gremlin. C'est quoi ça du Gremlin? Si vous ne connaissez pas ce type de base de données, c'est un type de base de données que je trouve qui est malheureusement sous-exploité dans notre domaine. On parle ici d'une base de données de type graphique. Ça a été mentionné dans l'aperçu de la session. C'est une base de données de type graphique. Qu'est-ce qu'on veut dire par un graphe? On ne parle pas d'une image. On va parler plutôt de nœuds, ce qu'on va appeler des vertex. Et entre ces nœuds-là, on va rajouter des arêtes, des edges en anglais. C'est une base de données qui traite des associations, pas des relations. Là, elle n'est pas passée relation. Ah oui, je connais ça, là, clé primaire, clé étrangère. Non, ce n'est pas ça du tout. Ces arêtes-là que je dessine ici, ces arêtes-là, c'est un objet dans la base de données. Ces arêtes-là ont leur propre propriétés. Vous choisissez les propriétés, les valeurs. Chacun des nœuds qu'on voit ici, chacun de ces nœuds-là, même chose, c'est leur objet. Ils ont leur clé-valeur. Vous choisissez les clés-valeurs. Mais l'idée ici, c'est d'avoir des données avec des associations. Exemple, si vous connaissez le Facebook, vous connaissez le LinkedIn, même principe.
Je ne dis pas que Facebook et LinkedIn utilisent des bases de données graphes, mais fondamentalement, oui, c'est une base de données graphes dans le sens que, par exemple, sur LinkedIn, j'ai mon compte, je suis un de ces nœuds-là dans le LinkedIn. Donc, ça, ce serait Jean-François. Mais ça donne que là-dedans aussi, il y a Jean-Joseph. Et je suis ami avec Jean-Joseph. Donc, j'ai cette association-là entre nous deux. Je ne suis pas juste ami, mais je suis aussi compagnon de travail avec Jean-Joseph. C'est un membre de mon équipe. Donc, c'est une autre association qui nous associe. J'ai aussi une association entre moi et disons, ma femme et d'autres personnes avec qui j'ai travaillé. Dans certains cas, peut-être que Jean va avoir aussi ces associations-là ou non, mais ce serait une base de données de type graph. Et l'idée ici, c'est qu'avec ces bases de données-là, je peux aller sélectionner des vertex et utiliser des requêtes pour explorer les associations, aller voir leur profondeur, mes associations, les différences, aller chercher, par exemple, toutes mes connaissances immédiates et à partir de mes connaissances immédiates, aller voir qui sont ceux qui travaillent, disons, pour Microsoft ou qui sont ceux qui ont travaillé peut-être pour une compagnie que je connaissais, puis qui sont les autres associations pour cette même compagnie-là. Gremlin utilise un langage de requête spécialisé pour travailler avec ces vertex-là, ces arêtes-là. Donc, c'est un modèle assez différent de ce qu'on va voir dans une base de données relationnelle. Là, encore, si vous dites, ouais, ben Jean-François, je ne comprends pas, je peux faire ça avec une base de données relationnelle, je peux créer là, des associations en utilisant des clés primaires, des clés étrangères, mais c'est des relations, ce n'est pas des associations. De base, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de prendre votre marteau, puis vous allez planter une vis là. Parce que les bases de données graphes, ce serait peut-être une vis. Les bases de données relationnelles, ce serait peut-être un clou. Ce n'est pas le même outil. On n'utilise pas le même outil pour les traiter. Et oui, c'est possible de planter une vis dans un morceau de bois avec un marteau. Ce n'est pas la façon idéale. Si vous faites ça avec une base de données relationnelle, ça va être lourd, ça va être lent, ce ne sera pas très efficace, ce ne sera pas très élégant comme solution. On a une solution pour ça. Mais on ne complète pas le tout avec ça. On a aussi le Azure Cosmos DB pour Apache Cassandra. C'est quoi ça? Encore, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. On a un exemple de base de données qu'on appelle Column Store. Cassandra, c'est une autre base de données qui favorise la disponibilité et la tolérance de partition. Puis ça, c'est voulu. On sacrifie la consistance pour la disponibilité et la tolérance de partition. Pourquoi? Bien, c'est une base de données d'analyse temps réel, où on veut recevoir continuellement des données en temps réel et faire une analyse, faire des gros agrégats, là, des sommes, des min, des max, des moyennes, en tout cas, n'importe quel agrégat qu'on veut faire. Et on veut passer à travers peut-être pas juste des mégaoctets, mais des gigaoctets de données, peut-être des téraoctets de données en temps réel. Utiliser ça pour bâtir des tableaux de bord. Donc, puisque le but de Cassandra, c'est d'offrir des agrégats de données très rapidement avec des données qui seraient continuellement reçues, agrégées, rajoutées à la base de données, on a besoin de quelque chose de rapide. Et la consistance, c'est quelque chose qu'on peut sacrifier. On a parlé du principe PAC-ELK il y a quelques instants. Dans le PAC-ELK, est-ce qu'on veut favoriser la constance ou la latence? Dans ce cas-là, on va favoriser la latence. On veut que les données soient disponibles rapidement pour faire cette analyse-là, bâtir des tableaux de bord ou encore soulever des alertes si jamais il y a un problème qui se présente, qu'on découvre un problème dans nos données. Donc ça, grosso modo, c'est une partie de qu'est-ce que le Cassandra et c'est disponible à travers Cosmos DB. Puis finalement, si ce n'est pas assez, on a un autre modèle dans le Cosmos DB, Azure Cosmos DB for PostgreSQL. Et une minute, là, Postgres, ce n'est pas une base de données relationnelle? Ben oui. Vous voulez une base de données relationnelle
à l'échelle planétaire, ben, pas de problème. Ça fait partie de Cosmos DB. Puis ça vous montre aussi, ça met en évidence le fait que les bases de données, les différents types de bases de données sont nos outils de persistance. Sur place, on ne peut pas se permettre d'avoir autant de services de base de données qui roulent, puisque notre équipe de gestion va être surchargée, va devoir avoir des spécialisations, multiples spécialisations pour bien gérer du Mongo, du Gremlin, du Cassandra, du Postgres, et ainsi de suite. Mais avec Azure, c'est entièrement géré pour nous autres. Oui, il y a quelques petites configs qu'on peut faire, dépendamment de ce qu'on veut faire avec le système, et on va en revenir très bientôt, mais c'est entièrement géré, ce qui veut dire que nos coûts administratifs sont beaucoup plus bas que ce qu'on avait auparavant. Et puisque c'est dans l'info nuagique, on va payer seulement pour ce qu'on utilise. On n'est pas sur place, on n'a pas besoin de surprovisionner nos ressources, on utilise ce qu'on a besoin. On a besoin de plus de ressources, pas de problème, on va payer plus, mais on a une meilleure performance. On n'a pas besoin de ce niveau de performance-là, on réduit, ou on utilise, on paye seulement pour ce qu'on utilise. Bon, donc on peut voir qu'on a 6 différents modèles. Donc, c'est quoi ça du Cosmos DB? Parce que là, je regarde ça, puis je me dis, bien, Cosmos DB, ça a l'air d'être un choix entre 6 bases de données? C'est-tu vraiment un système ou c'est juste une façon que Microsoft nous offre de lancer différents services d'Azure? Mais sachez que Cosmos DB, en réalité, oui, c'est un système. Fondamentalement, le Cosmos DB, c'est un système de stockage distribué. C'est ultimement ce que Cosmos DB est. Ça a été développé originalement. Originalement, ça s'appelait le Document DB et ça a été développé pour avoir un stockage distribué de très haute performance à l'échelle planétaire. Et au fur des années, nos ingénieurs chez Microsoft ont rajouté de la richesse sur la façon que Cosmos DB fonctionne, a rajouté des API pour simplifier le modèle, enrichir le modèle de développement et aussi, offrir une compatibilité avec des bases de données non relationnelles ainsi que relationnelles communément utilisées dans l'industrie. Donc, ultimement, c'est ce que Cosmos DB, c'est une des caractéristiques de Cosmos DB, c'est un système de stockage distribué à l'échelle planétaire qui nous offre 6 différents modèles de programmation et de structure de données, dépendamment du besoin. Maintenant, une chose à savoir, c'est que lorsqu'on crée une base de données Cosmos DB, on doit choisir un de ces 6 domaines-là. Je ne peux pas tout simplement les mélanger. Et l'autre chose à réaliser, c'est que ces domaines-là, ces 6 choix-là, je ne peux pas les changer après la création. Donc, si je commence, par exemple, avec du MongoDB, puis je décide, ouais, ça fonctionne bien, mais je pense qu'on aurait peut-être dû choisir du NoSQL. Est-ce qu'il est possible de changer après le cas? La réponse est non. Donc, sachez que le choix qu'on va faire, c'est le choix qu'on va utiliser. Et puisque c'est des structures très différentes, comme par exemple un graphe versus un doc versus un relationnel, on ne peut pas juste faire une petite transformation un à un. Il va falloir faire une transformation complète. Petite suggestion pour vous autres, si jamais ça se donne qu'on doit réorganiser, on doit transférer d'un modèle à un autre. Pas juste dans le monde Cosmos DB, mais d'un modèle à un autre. Sachez qu'on a l'outil ADF, Azure Data Factory, qui peut vous aider énormément à faire ça. Donc, si jamais vous avez un modèle peut-être relationnel ou un modèle semi-structuré sur place, vous aimeriez amener ça dans un modèle graph, dans un modèle document store, dans un modèle relationnel, ce n'est pas important. Considérez d'utiliser le Azure Data Factory pour vous aider à faire cette transformation-là très rapidement, simplement. Bon, pour ma démo, ce que j'aimerais démontrer, c'est le Azure Cosmos DB for NoSQL. C'est quoi ça? Mais contrairement à peu près toutes les options que je vous ai montrées, comme le MongoDB, MongoDB, c'est un logiciel libre, du open source. Ça fait, je
pense, un bon 2 décennies que ça existe aujourd'hui, très populaire, et c'est disponible dans Cosmos DB. Donc, je pourrais prendre mes charges de travail MongoDB et sans faire aucune modification à mes applications, j'envoie ça dans Azure, le tour est joué. La même chose avec Gremlin. Si on a des solutions qui utilisent le Gremlin, change la chaîne de connexion, j'ai pointe de mon Gremlin local à mon Gremlin dans Cosmos DB, tour est joué. Cassandra, même chose. Maintenant, le NoSQL, ça, c'est notre solution. Ça, c'est nos ingénieurs chez Microsoft qui se sont penchés sur le problème. Comment est-ce qu'on peut offrir les caractéristiques de performance, flexibilité qui sont souvent désirables dans une base de données NoSQL, dans une base de données non relationnelle, mais en réduisant la courbe d'apprentissage et aussi en offrant une certaine richesse qu'on n'aurait peut-être pas avec les bases de données relationnelles. Donc, ça ressemble à quoi du NoSQL? Je ne créerai pas une nouvelle base de données, mais plutôt, ce que je vais faire, j'en ai déjà créé une pour nous autres, et on va s'amuser un petit peu avec. Je vais me lancer dans le Data Explorer, l'explorateur de données, pour voir ça ressemble à quoi une base de données NoSQL Cosmos DB. Là, ce sera strictement du NoSQL Cosmos DB, ce qui veut dire que ce que je vais vous montrer, ça ne s'appliquera pas au MongoDB, au Gremlin, au Cassandra. C'est d'autres bases de données. La terminologie est différente, la structure est différente, les langages de requête sont différents. Donc, présumez pas que là, je suis en train de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les 6 différents API de Cosmos DB. Je vous présente seulement le NoSQL. Donc, je viens de créer ce qu'on appelle ici un compte Azure Cosmos DB. C'est ce que je viens de créer. Si j'aurais continué la création, l'écran où j'en étais, j'aurais eu la même chose, ce qu'on appelle un compte Cosmos DB. Dans le compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des bases de données. Là, vous allez voir, on parle de conteneurs et de bases de données. Je vais me lancer directement dans les bases de données. Les bases de données, c'est un nom. Vous pouvez voir ça un petit peu comme une instance du serveur SQL. Ce n'est pas exactement la même chose, mais conceptuellement, c'est très similaire. Donc, je choisis un nom pour mon serveur. Puis, on va dire que OK, je suis en train de bâtir un système de gestion de ressources humaines. Je vais appeler ça HR, en minuscule, HR System. Ça, c'est un nom que je choisis. Choisissez le nom que vous voulez. Boum. Bon, ma base de données est créée. Puis là, je peux en créer plusieurs autres si je le désire. Il n'y a pas de problème. Ça ne coûte à rien, créer une base de données. Vous allez payer pour les opérations et l'utilisation des données. Donc, voici ma base de données HR System. Je pourrais créer d'autres bases de données. Maintenant, pour stocker de l'information dans HR System, je vais nécessiter un conteneur. Puis là, je n'irai pas dans tous les détails. C'est juste un petit aperçu. Pour ceux si ça l'aiguise peut-être votre curiosité, vous aimeriez en apprendre plus, faites-vous un plaisir d'aller faire un tour chez Microsoft Learn, learn.microsoft.com. Toute notre documentation de Cosmos DB est là, puis on va vous expliquer c'est quoi ces options-là. Je n'ai pas le temps de passer à travers tout ça. Mais ce que je vais faire, je vais créer un nouveau conteneur ici que je vais appeler employé. Employé, on va mettre ça pluriel. Je dois lui donner excuse, je vais utiliser ma base de données HR System. Je vais l'appeler employé. Et je dois spécifier ce qu'on appelle une clé de partition. Ce n'est pas une base de données relationnelle. Ce n'est pas des tables, ce n'est pas des index qu'on va créer, ce n'est pas des clés primaires, clés étrangères qu'on va créer. C'est un autre modèle. Je n'expliquerai pas en ce moment c'est quoi une partition. Pour l'instant, je vais juste utiliser ce qu'on va appeler ID/ID. Je vais laisser ça tel qu'il est. Je n'irai pas dans les partitions hiérarchiques. Je ne rajouterai pas des contraintes uniques. Plutôt, je vais tout simplement créer le conteneur pour avoir quelque chose à vous présenter. Donner un instant ou deux pour la création.
Et voilà. Puis là, je peux créer plusieurs conteneurs. Les conteneurs, c'est un espace de nom où je peux stocker des items. Dans le monde Cosmos DB for NoSQL, on va utiliser le terme item. Item qui serait à peu près l'équivalent d'un record. Maintenant, je pourrais créer d'autres conteneurs, ça ne coûte à rien. Encore, vous allez payer pour les opérations ainsi que les données qui sont structurées. Il y a des variances sur les structures de prix, je n'irai pas là-dedans. Ça peut être très peu dispendieux pour votre travail ou ça peut rouler à l'échelle planétaire. Le coût va être relatif à notre utilisation. Maintenant, je vais me lancer dans mes systèmes. Je n'ai aucun item dans ma base de données. On va en créer un ou deux, juste avoir un petit quelque chose pour s'amuser. Je vais créer un nouvel item. Et première chose à savoir, c'est que l'item, c'est du JSON. Je me rappelle que Jean parlait un petit peu du JSON, comment est-ce que maintenant ServeSQL supporte le JSON, mais dans le monde Cosmos DB, for NoSQL, puis MongoDB aussi, le JSON, c'est le format. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un petit document JSON que j'avais déjà préparé. Et voilà. Donc, ça, c'est du JSON pur, rien de trop sophistiqué. J'espère qu'on peut voir ça relativement bien, faire un petit zoom-in pour le voir. Donc, je vais lui donner un identifiant qui est requis dans le domaine de Cosmos DB, un prénom, un nom de famille, un salaire. Là, les champs que je choisis, les propriétés que je choisis, c'est à moi de les choisir. La seule qui est requise dans le monde de Cosmos DB for NoSQL, c'est le ID. Le reste, vous les choisissez. C'est du JSON. Un des beaux avantages du JSON, c'est que c'est un format hiérarchique. Contrairement au format relationnel, où c'est un format plat, un record, c'est juste une série de fondamentalement clés-valeurs. Ici, dans le modèle Cosmos DB for NoSQL, c'est du JSON. Je peux avoir des listes, je peux avoir des objets, clés-valeurs. J'ai 6 différents types de données avec lesquels je peux travailler. C'est aussi une base de données sans schéma. Maintenant, j'aimerais peut-être mentionner rapidement que même si c'est du sans schéma, ça ne veut pas dire que c'est dangereux à utiliser. Contrairement à une base de données relationnelle qui, normalement, ont des schémas, des structures de données, il y a des approches, des façons de faire pour s'assurer qu'un schéma soit consistant. Mais la différence ici, c'est qu'on va transférer le traitement et la consistance des données. Ça va devenir la responsabilité, pas du système de stockage, mais des applications, ou j'oserais dire l'application qui va utiliser le Cosmos DB. Je ne passerai pas de temps là-dessus, ça, ce sera une autre présentation à faire une autre fois, mais je vais créer mon premier document, je vais faire un save et là, remarquez qu'il va se passer une couple de choses. Lorsque je fais le save, le document me revient, mais oups, là, il y a un paquet de nouvelles propriétés qui ont été rajoutées, un RID, un self, un E-tag, un attachement, un timestamp. Wow, ça vient où ça? Bien sûr, ça vient de Cosmos DB. Chacun de ces propriétés-là, c'est des propriétés qui ont été générées pour moi par Cosmos DB que je pourrais utiliser dans mes applications. Un qui est pratique à savoir, c'est le E-tag, le Entity Tag qu'on utiliserait pour gérer des problèmes de concurrence. Il y a deux personnes qui modifient le même document, le même item en même temps. On aimerait s'assurer que si les deux personnes sauvent l'item, qu'on n'écrasera pas accidentellement le travail de quelqu'un d'autre. Je vous le mentionne conceptuellement, c'est à ça que ça sert. Comment aller faire un tour chez Microsoft Learn. On s'en fait un plaisir d'explorer ça. Laissez-moi rajouter peut-être 2, 3 autres champs ici. Je vais rajouter un autre item, pas champ, mais item. On va rajouter un autre item. Je vais y aller avec du copier-coller pour accélérer le tout. Je sauvegarde le tout. Et un troisième. Juste pour avoir un petit peu de données à traiter. Bien. Voilà. Là, j'ai 3 items dans ma base de données.
c'est rien, c'est pas lourd, mais utilisons les données dans la base de données. Puis j'aimerais revenir au nom. On appelle ça, le modèle que je suis en train d'utiliser, c'est le Azure Cosmos DB for NoSQL. Personnellement, je déteste le terme NoSQL. Je trouve que c'est un terme ambigu qui ne sert à rien. Je préfère le terme relationnel, non relationnel pour représenter un ensemble de types de bases de données plutôt que NoSQL. Puis une des raisons pourquoi est-ce que je n'aime pas le NoSQL, c'est que ça donne l'impression que seulement les bases de données relationnelles utilisent le langage SQL et toutes les autres bases de données n'utilisent pas le langage SQL, ce qui est faux. Et je vais vous donner un petit exemple ici de ça. Plus ou moins, j'aimerais maintenant faire une requête, aller chercher de l'information dans cette base de données-là, NoSQL. Ce que je vais faire, je vais lancer une nouvelle requête SQL. Ben, une minute, là. Ça s'appelle du NoSQL. Puis là, je vois, on parle New SQL Query. Ben, il y a un problème, c'est du SQL ou c'est pas du SQL? Bien, on va explorer ça. Je lance une requête SQL, ça a l'air du SQL, je reconnais ça, le select star, form, whatever. Je lance la requête, puis ça fonctionne. Okay, voici toutes les données que j'avais stockées dans ma base de données. C'est-tu du SQL ou c'est pas du SQL? Là, si vous regardez la requête qu'il y a à l'écran, elle est peut-être microscopique dans le partage, mais si on regarde ça, ça ressemble à du SQL. C'est du SQL, mais il y a une bizarrerie. Je ne sais pas si vous avez vu ici. Select star from C. Ben, minute. Mon conteneur ici, il s'appelait Employees. Il ne s'appelle pas C. Comment ça se fait que ça marche? D'où est-ce que ça vient, ce C-là? Bien, sachez que on appelle ça du NoSQL parce que justement, on veut éviter une petite confusion que le Azure Cosmos DB for NoSQL, oui, il offre un langage de requête qui ressemble énormément au SQL, mais ce n'est pas du SQL. On a utilisé un langage qui ressemble. Comme ça, ceux qui viennent de bases de données relationnelles vont se sentir relativement confortables avec le langage de requête. Mais ça, c'est une autre chose. C'est seulement un langage de requête. Il n'y a pas de insert, update, delete. Il n'y a pas de alter, drop ou create. Il n'y a pas de grant, deny. Il n'y a pas ces énoncés-là dans le NoSQL. On a seulement l'énoncé select qui est disponible. Et aussi, sachez que l'énoncé select ne fonctionne pas de la même façon que ce qu'on est peut-être habitué. Puis comme exemple, quand je vais remplacer le C ici avec quelque chose de plus facile, plus évident, le C de base, c'est un alias. Je peux mettre n'importe quoi ici. Je vais remplacer ça par employees. Je lance la requête. Ça fonctionne. Pas de problème. Là, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais aller voir, disons, juste l'employé avec l'identifiant, le ID 1002. Bon, on sait tous comment faire ça, hein? On va ici. Where ID égale, c'est une chaîne de caractères, donc je vais mettre 1002. On va aller avec des apostrophes, égale 1002. Donc, rien de bizarre ici. Je lance l'exécution, puis, oups, Identifier ID could not be resolved. Ben, minute, on l'a vu dans mes données. J'ai même choisi ID. Mais là, il vient et il me dit hey, ID, ça n'existe pas. Comment ça? Bien, si ce serait une base de données relationnelle, si ce serait du ISO-SQL, ça aurait fonctionné. Mais ça, ce n'est pas du ISO-SQL, c'est du Azure Cosmos DB for NoSQL. La structure est légèrement différente. Et une des choses que je vais devoir faire, c'est utiliser un préfixe, quelque chose que vous faites probablement déjà avec vos bases de données un peu plus, vos requêtes plus sophistiquées, surtout ceux qui ont des jointures, des joins. Je vais rajouter un préfixe, le nom de l'alias que j'ai choisi ici. Là, ça va devenir un petit peu plus long, mais pour bien voir ça, select star from employees, where employees.id égale 1002.
je rajoute le préfixe ici, l'alias que j'ai choisi, j'exécute la requête. Hey, là, ça marche. Ben, ça devient long. Donc, souvent, ce qu'on va faire dans le NoSQL, c'est qu'on va soit utiliser un alias, peut-être d'une lettre, comme par exemple E pour employé. Donc, je remplace le mot employé par E. J'exécute la requête, ça marche, je n'ai pas d'erreur. Ou une autre convention qu'on va voir très souvent utiliser, ça va être où on va donner deux alias, le premier étant le nom du conteneur. Ça, c'est optionnel. Ça ne rendra pas votre requête plus rapide, moins rapide, plus cher ou non. C'est juste une convention qu'on utilise. Comme ça, si quelqu'un lit la requête, par convention, on va dire, OK, là, je vois, là, on est dans le conteneur employé et on va créer un autre alias E, un alias qui serait plus court à taper. Parce que ces alias-là, on va les utiliser partout. Laissez-moi rajouter une projection. Si je rajoute comme projection de moi first name, last name, je lance la requête. First name, last name, je ne sais pas c'est quoi. Je dois spécifier l'alias. Et encore, pour ceux qui se grattent la tête, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça dans le Azure Cosmos DB for NoSQL? Il y a de très bonnes raisons. Puis une des raisons, c'est qu'on a rajouté beaucoup de richesse au langage de requête qui n'est pas disponible dans le monde relationnel. Des choses comme ce que Jean nous a présenté ce matin, quand on traite du JSON dans du SQL, il faut utiliser des commandes pour aller chercher les champs JSON dans nos classes where ou quoi que ce soit. Ici, c'est imbriqué au niveau du langage. On a aussi la fonctionnalité des fonctions qu'on peut appeler directement dans le langage. On a aussi des procédures stockées qu'on peut créer, des déclencheurs, mais on n'utilisera pas le langage Transact SQL. On travaille en JSON, donc plutôt on va utiliser du JavaScript. C'est tout à fait naturel à utiliser. Dernière chose que j'aimerais vous présenter ici, puis après ça, je retourne la session à mon ami Jean. Dernière chose à savoir, on parle de rouler une base de données à l'échelle planétaire. Et je peux parier qu'il y en a plusieurs qui se posent la question ici. Azure Cosmos DB for NoSQL, dans le modèle PAC ou PAC-ELK, on est où là-dedans? Est-ce que s'il y a une partition, je la distribue à travers la planète, à travers plusieurs régions, puis il y a une partition, là, il y a deux régions qui ne sont pas capables de communiquer ensemble, est-ce qu'on garantit la disponibilité ou la consistance? S'il n'y a pas de partition, est-ce qu'on va favoriser la latence ou la consistance? Où est-ce qu'on positionne Azure Cosmos DB for NoSQL? Bien, les bonnes nouvelles, c'est que vous choisissez. Puis, on va aller un petit peu plus loin que le PAC-ELK parce que quand ça vient à la consistance, on n'a pas 2, 3, 4, on a 5 niveaux de consistance qui nous sont disponibles, commençant par la consistance forte, ce qui veut dire qu'à travers la planète, toutes vos instances vont être consistantes. Mais on sacrifie la disponibilité, on sacrifie la performance. Sinon, on peut aller dans l'inverse total éventuel, où là, on va avoir une base de données. Là, ça va être un bolide, ça va être un bolide de Formule 1. Ça va être bien rapide, mais la consistance n'est pas garantie de ce côté-là. Puis encore, si un extrême ou l'autre, ce n'est pas exactement ce que vous recherchez, on en a 3 autres qui vous sont disponibles, 3 autres caractéristiques pour vous offrir le niveau de consistance et de disponibilité et de latence qu'on aurait besoin pour bien gérer nos systèmes, pour avoir rencontrer les besoins de nos systèmes. Donc, ceci dit, je me ferai un plaisir de continuer d'explorer le Cosmos DB, mais il y a d'autres excellentes présentations qui s'en viennent. Je ne veux certainement pas empiéter sur les présentations des autres présenteurs. Donc, ce que je vais faire, je vais terminer le tout avec ça. S'il y a des questions, gênez-vous pas dans la fenêtre de clavardage, je m'en fais un plaisir d'y répondre. Mais d'une manière ou d'une autre, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui et j'espère que vous allez avoir un plaisir
à continuer d'explorer le SQL Saturday qui vous est disponible. Et encore, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir voir ma présentation aujourd'hui. Jean, je te laisse le plancher. Jean-François, ça a été vraiment formidable. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. On se verra, n'est-ce pas? Ben, je l'espère certainement. OK, à la prochaine. Merci encore. Passez une excellente fin de semaine.